Bonsoir, Carrefour se transforme, il va ouvrir 2000 magasins de proximité, accélérer sur le digital, développer le bio et puis réduire les coûts, notamment en taillant 2400 postes au siège. Alors c'était un plan offensif d'Alexandre Bompard salué par les marchés, à voir si les résultats suivront. Oui, Carrefour connaît des problèmes spécifiques avec une gestion trop lourde, mais au-delà de Carrefour, quelque part, est-ce que tout ça n'est pas emblématique d'un modèle qui semble s'essouffler, celui de l'hypermarché, justement, au moment où les clients réclament plus de proximité, plus de qualité, réclament des valeurs, les consommateurs de plus en plus attirés aussi par Internet, Amazon et tous les autres. On voit les modes de vie qui évoluent. Alors l'hyper est-il en sursis? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, un plan applaudi par les marchés, donc à la Bourse de Paris, plus 3,2% pour Carrefour, à 19,06 €. On va en reparler justement, est-ce que les résultats seront au rendez-vous avec nous, Franck Rosenthal, fondateur de Franck Rosenthal Conseil, expert en marketing du commerce, qui publie, c'est son dernier opus, Donner du sens au commerce, la valeur du sens. Il nous dira ce qu'on peut mettre dans le sens au commerce. Avec nous, Éric Tirlemont, directeur associé de SIA Partners, en charge de la transformation digitale. C'est important, justement, quand on sait que Carrefour va mettre quelques 3 milliards d'investissements sur le digital. François Monboise, bien sûr, il connaît ça par cœur. François Monboise, le président de la FEVAD. Hélène Cornet a suivi tout à l'heure la conférence de Alexandre Bompard. Elle est reporter ici à BFM Business. Et puis Dominique Amirault, c'est le président de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. C'est un peu les PME des industriels dans l'alimentaire. Alors, tiens, Hélène Cornet, je le disais, pour résumer, on y reviendra évidemment ensuite, tout au long évidemment de ces décodeurs de l'écho. Alexandre Bompard, qu'est-ce qu'il vous a dit tout à l'heure? C'est quoi les grands axes de son plan de transformation 2022? Il a commencé par nous dire que les consommateurs avaient pris le pouvoir et que les attentes avaient évolué et que Carrefour n'avait peut-être pas pris la mesure de ce changement. Du coup, il a présenté un plan multiples facettes, avec à la fois des réductions de coûts, des suppressions de postes, mais aussi tout un tas de mesures pour essayer de rattraper un peu le retard, que ce soit dans le numérique ou dans une alimentation dite de qualité, dans le bio. Ouais, alors un plan massif de réduction des coûts de 2 milliards dès 2020, qui va être engagé. Beaucoup plus ambitieux que ce que les analystes attendaient. Donc on va tailler dans les sièges, les sièges beaucoup trop lourds, les sièges sociaux. 273 magasins DIA qui vont être cédés. C'est les anciens hard discount DIA qui avaient été rachetés par Carrefour il y a à peu près 3 ou 4 ans, sur un total de 600. Oui, Franck Rosenthal, Hélène Cornet, elle a rappelé ce qu'a dit ce matin Alexandre Bompard, que ce mea culpa quelque part, ce constat, ce regret de la part de celui qui dirige Carrefour depuis 6 mois environ. Carrefour n'a pas suffisamment évolué avec ses clients. Qu'est-ce qui a guidé ce plan, justement ? L'offensive. En fait, je pense qu'il y a une offensive sur tous les terrains et plutôt pas mal de bon sens pour redonner de l'attractivité à Carrefour, avec notamment investissement sur les MDD. Ils étaient très en retard par rapport à leur concurrents. Les marques distributeurs. Voilà, les marques distributeurs. Investissement sur le bio. Et évidemment, c'est une tendance durable. Et c'est pas un effet de mode. Donc, il faut voir. On est sur le plan de transformation 2022 et du coup, ça a du sens aussi de se pencher là-dessus. Et puis, investissement aussi sur des formats de proximité. Et peut-être qu'une des surprises, il n'y en a pas finalement beaucoup, mais peut-être qu'une des surprises de ce plan de transformation, c'est de voir qu'il n'y a aucun hypermarché qui ferme en France. Ouais, il l'a promis, exactement. Ouais. Et il y a quand même, alors sur le plan mondial, mais il y a quand même l'ouverture de 2000 magasins de proximité. Ça veut dire qu'on continue d'ouvrir des mètres carrés, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire on essaye de continuer à être fort en commerce physique, mais aussi on essaye de rattraper le retard sur le plan du digital. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le commerce de proximité chez Carrefour, notamment les Carrefour City, se porte bien, Franck Rosenthal. Plutôt bien, plutôt bien. Ah oui, tiens, François Monboise, prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, je crois que comme vous l'avez dit, il y a des problèmes spécifiques à Carrefour, il y a des problèmes des hyper. Et en fait, les hyper arrivent en fin d'un cycle, je ne sais pas s'ils sont morts, mais il y a un cycle qui a duré 40 ans, où l'hyper, c'était un large choix, des prix bas et libre-service.
Et ça, aujourd'hui, c'est Internet. Donc, il y a un problème d'unicité du modèle. Et vous rajoutez à ça le fait que les hyper ont été conçus avec la voiture. On va en voiture faire ses courses de couches, de lessive, de packs de bière, d'eau, etc. Donc quand vous êtes centre-ville, je crois que la moitié des Parisiens n'ont pas de voiture, vous n'allez pas en hyper, ou alors vous exigez que l'hyper vous livre, c'est pas son métier. Pour ajouter à ça aussi la méfiance un peu dans les marques, tout le mouvement no logo, le mouvement... On trouve plus ça merveilleux maintenant d'être devant un linéaire avec 4000 produits différents. Dans les années 70, oui, c'était génial. Maintenant, c'est plus si bien que ça. Vous avez ce mouvement un peu contre les marques. Et puis, il y a eu des grosses crises dans l'alimentaire. La viande de cheval, ça a fait très très mal dans la confiance des gens dans les grandes surfaces. Chaque fois qu'il y a des conflits entre les agriculteurs et les grandes surfaces, l'opinion publique est du côté des agriculteurs. Et je pense que c'est pour ça que Alexandre Bompard annonce un plan sur le bio, annonce aussi qu'il veut faire de la transition alimentaire. Alors c'est un mot un peu bizarre. C'est quoi être leader de la transition alimentaire? François Monbois, Dominique Cameron, Hélène Cornette, il raconte. Moi je le comprends comme ils vont être donneurs d'ordre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement acheter les produits des industriels, mais peut-être ils vont faire des cahiers des charges précis. Ils vont être actifs. Et dire, nous Carrefour, on s'engage que la viande qu'on vend surgelée, elle est de bonne qualité. Et on met notre marque derrière. Il y a une vraie pression de l'opinion, des clients, Dominique Amirault. Finalement, l'air du temps aussi, s'adapter au mode de consommation qui change. C'est ça aussi, c'est répondre à toutes les angoisses, toutes les crises dont on entend parler, les zoofipronil, qu'est-ce qu'on a eu, le glyphosate également, on a eu évidemment Lactalis là il y a 3 semaines à peu près, c'est toujours pas fini. Il y a une pression dingue. Oui, il faut bien voir qu'on est passé d'une consommation de masse qui était en progression à une consommation qui ne progresse plus, mais qui change structurellement et qualitativement. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que le consommateur en 50 ans a complètement changé. Il y avait des déclarations il y a 5 ans sur un besoin de plus de sens, de plus de qualité, plus de toutes sortes de choses. Et en fait, ça ne s'est traduit que ces derniers temps dans les actes et les comportements. Et aujourd'hui, il est absolument nécessaire de s'adapter. Et Carrefour, effectivement, prend conscience de ça, peut-être avec un peu de retard par rapport à certains autres. Mais il y a un vrai changement, effectivement, du côté consommateur. Il y a des vraies opportunités de développement. Elles ne sont pas quantitatives et qualitatives. Et on s'est aperçu qu'en plus, ces grands systèmes de production de masse n'apportaient pas la sécurité attendue. On nous a dit l'industriel, c'est la sécurité. Oui, sauf qu'il y a des clashs. Oui, effectivement, Carrefour a reconnu qu'il n'avait pas été exemplaire, par exemple, dans l'affaire Lactalis, et qu'il fallait en tirer plus ou moins les leçons. Et d'ailleurs, ils vont mettre en place une traçabilité pour tous les produits pour que ça ne se reproduise pas. Et sur la qualité des produits, effectivement, les consommateurs veulent du bio, du sain, surtout du local. Et du coup, Carrefour a vraiment de fortes ambitions dans ce domaine-là, puisque à terme, il faudrait que 50% des fruits et légumes soient produits localement. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est autre chose. Du coup, il tente en tout cas de sécuriser son approvisionnement. Il va signer des contrats avec des agriculteurs pour les convertir au bio. Aussi. Voilà, exactement. Et tenter de répondre à cette demande. 5 milliards de chiffre d'affaires dans le bio, c'est son objectif en 2022. Ce qu'elle dit, allez-y, si vous voulez prendre la parole, Éric Turlemont, la production, elle est insuffisante. Il faut assurer quelque part, sécuriser l'approvisionnement, d'où ces partenariats. Allez-y. En effet, les partenariats, ils vont être nécessaires pour pouvoir sécuriser les volumes dont Carrefour a besoin, puisque c'est quand même un très gros vendeur aujourd'hui. C'est également, à mon avis, en réaction par rapport à l'acquisition d'Amazon, qui a acheté Whole Foods, qui est aujourd'hui le plus gros distributeur d'aliments biologiques. Bio, bien sûr. Enfin, bio à la version américaine. Oui, bien sûr. Mais bio aux États-Unis. Et comme vous le savez, Amazon a commencé dans l'alimentaire en Europe. Et donc, Carrefour se doit de se positionner par rapport à cette menace qui est aujourd'hui bien réelle. Et c'est ce qui donne le sentiment d'urgence au plan. Le plan de transformation doit s'accélérer. Franck Rosenthal, ça rentre dans ce que vous dites, vous donnez du sens au commerce justement, virage vers le commerce, vers le bio, vers les magasins de proximité, vers la transition alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans, dans ce concept de transition alimentaire, dont Alexandre Bompard veut être le porte-drapeau, le héros? Moi, j'y vois une amélioration en fait de la qualité
des aliments qui peuvent être consommés, en fait. C'est-à-dire ce qui est demandé, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est de plus en plus fort entre l'alimentation et la santé. Et je pense qu'effectivement, alors le bio est une des réponses, c'est pas la seule. C'est toute l'alimentation saine, et je pense qu'effectivement ils veulent se positionner là-dessus, sachant que Carrefour a des atouts historiques puisque il y a déjà une trentaine d'années, ils ont lancé les filières qualité en France, donc en passant pas mal de partenariats avec des agriculteurs. Et puis ils ont lancé une marque aussi que tout le monde connaît, qui est Reflet de France. Par contre, il faut réinventer au fil de l'époque ce qui doit être fait pour la suite. Parce que effectivement, je rejoins ce que vous disiez, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir une grosse bataille là-dessus. C'est-à-dire que la bataille dans l'alimentaire, elle va plus se faire simplement sur les prix les plus bas. Le prix va continuer à être important, mais ce qu'on mange va être de plus en plus important. Et en ça, ils vont être en concurrence avec qui, plus particulièrement avec les magasins bio qu'on peut voir un petit peu partout, les Biocoop par exemple, ou par exemple la grande distribution, j'allais dire, qui milite sur le local. Je pense à Système U également. Ils gagnent des parts de marché alors que Carrefour perd des parts de marché justement. Ouais. Alors moi, je suis assez frappé parce qu'en fait, depuis début 2017, donc ça fait un an précisément, les grands distributeurs alimentaires se battent sur ce plan-là. Alors c'est Système U, par exemple, qui a retiré les substances controversées de 6000 produits U. Donc c'est une démarche qui s'est faite sur plusieurs années, mais qui a commencé réellement en termes de communication à porter ses fruits à partir de 2017. Intermarché, avec sa démarche producteur-commerçant aussi, c'est de donner du sens et d'aller plus vers le consommateur en maîtrisant ne serait-ce que le cahier des charges. Donc en fait, c'est une tendance qui est globale. Et évidemment, vous l'avez mentionné, il y a les spécialistes du bio, et Carrefour va être à double titre, parce que en fait, ils vont être vendeurs de bio dans tous leurs magasins, et dans tous les formats, et ça va se développer fortement. Mais il faut pas oublier, c'était un rachat qui avait été fait par Georges Plassa, qu'ils ont acheté Greenwiz, qui est aujourd'hui le plus gros pure player sur Internet sur la vente de produits bio. Et 20 000 références à peu près. Voilà, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire c'est le choix le plus grand qu'on puisse avoir sur le bio. Alors ça va avec notamment la logique de e-commerce d'avoir le choix le plus grand possible, mais c'est assez intéressant aussi parce qu'ils parlent aussi d'ouvrir des magasins Greenwiz, en fait. Donc ils vont aller sur tous les terrains possibles pour chercher de la croissance. Pour essayer de rattraper le retard, parce qu'en effet, d'autres avaient pris d'autres initiatives précédemment, c'est ça, oui, bien sûr. Dominique Amirault, la FEF. Oui, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, la différenciation se faisait à partir de la qualité des marques au niveau global. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vraiment fondamental. La différenciation pour gagner des parts de marché va se faire par zone de chalandise. Et les gammes, les assortiments dans chacune des zones de chalandise vont être différents. Et c'est comme ça qu'on pourra gagner des points de part de marché et de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un point fondamental, c'est la proximité. Et on sait qu'on peut l'atteindre notamment par les magasins physiques, mais aussi par le digital. Et ça, c'est bon pour vous, les PME de l'agroalimentaire, justement, des initiatives comme celle qu'a développée ce matin Alexandre Bompard de Carrefour, de vouloir miser sur, finalement, des produits proches? Oui, parce que... Est-ce que vous pourrez faire face? Est-ce que vous aurez les moyens de répondre? Il y a deux choses. D'une part, les PME, dans l'esprit des consommateurs, sont très liées au territoire, donc au local. Donc il y a une confiance qui est forte pour les PME, ce qui veut dire qu'on a une exigence vis-à-vis de nous, mais des opportunités de développement qui sont importantes. Ça, effectivement, la PME est tout à fait adaptée à cet enjeu. Par contre, effectivement, et ça c'est vraiment la question qui est posée, si Carrefour veut se développer dans le bio, il va falloir qu'il construise des filières avec des gens qui puissent faire la transition en matière de biologique, ce qui demande du temps pour pouvoir adapter les assortiments à la matière. S'il ne le fait pas, on ne sait pas très bien s'il va trouver le sourcing nécessaire. Éric Tirlemont, SIA Partners, toujours sur ce point, et puis on parlera du digital après. Il ne faut pas oublier que Carrefour aujourd'hui est un groupe mondialisé et que donc ces filières, il faut les développer pas uniquement en France, mais dans l'ensemble des pays où aujourd'hui ils commercent. 12 300 magasins dans le monde, presque 400 000 collaborateurs dans le monde, c'est le 9e distributeur mondial. 9e, aujourd'hui en 2018, derrière Amazon. Ils étaient 2e, derrière Walmart en 2001, il y a 15 ans. Voilà. Oui. Allez-y, Dominique Amirault, non, vous me faites... Non, tout à fait. C'est bon. Juste encore un mot sur ce besoin de simplification et ces coûts. Il faut tailler dedans, justement. 2 milliards d'un coup, là, comme ça. Lourdeur de la structure, quand même, chez Carrefour. Il y a un problème chez Carrefour. Une douzaine de sièges administratifs, plusieurs systèmes informatiques. Mais les différents présidents qui se sont succédés n'avaient pas voulu y toucher à ce système un petit peu, ancien, Franck Rosenthal? Il y en a même qui en ont rajouté, puisqu'ils ont rajouté un siège pour le groupe,
plus un siège pour la France. Bon, alors on revient sur du bon sens, c'est-à-dire que, et c'est logique, parce qu'à partir du moment où il y a des suppressions d'effectifs, c'est logique d'avoir le même siège mondial qui est à Massy, et qui va être aussi le siège de la France, quoi, en fait. Donc, des lourdeurs de structure, je suis pas placé pour en parler, mais si on regarde par rapport à d'autres distributeurs, effectivement, il y a plus d'effectifs dans les sièges chez Carrefour. Donc, alors après, il faut aussi, ça dépend comment on regarde les choses, parce que ce qui était annoncé par les syndicats, c'était 5 000 à 10 000 suppressions de postes, et en fait, c'est 2 400 suppressions de postes sur des départs volontaires. Il faut le rappeler, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui justifie aussi un appel à la grève chez Carrefour de la part de Force ouvrière, je crois début février, le 8. Éric Tirlemont, toujours. Oui, en effet, depuis déjà quelques années, le groupe Carrefour a commencé une transformation digitale, et ils ont un petit peu fait dans toutes les directions. Ils ont lancé des initiatives sur l'alimentaire, sur le non-alimentaire. Ils ont racheté Rue du Commerce. Ils ont aujourd'hui un Carrefour Voyage, qui est un des acteurs du digital important sur le voyage. Ils ont récemment lancé Carrefour Banque. Ils ont une marketplace. Donc, vous voyez, des initiatives digitales, il y en a de nombreuses. Ouais, mais j'ai l'impression, dans ce que vous me dites, c'est bien, mais ils empilent les sites. Hein. Exactement. Ils avaient juxtaposé, et donc, il y a un effort de rationalisation qui avait démarré. Là, il va être accéléré grâce aux investissements. Après, est-ce que ce seront des investissements qui seront suffisants ? Si on compare un petit peu ce que dépense en technologie, en digital, un Amazon qui a à peu près 4% de son chiffre d'affaires par rapport à un Carrefour qui va tourner autour de 1% de son chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les investissements supplémentaires de 560 millions d'euros vont être suffisants pour passer de 1% à 4% Je ne crois pas. Bon, en tout cas, il pense avoir la recette, Alexandre Bompard. Moi, je crois que Carrefour a des atouts exceptionnels. Je crois que personne n'a vraiment pris la place aujourd'hui de la définition d'une offre omnicanale qui articule bien, qui combine le physique et le digital. Moi, ma responsabilité, c'est de construire ce modèle-là en s'appuyant sur les atouts de Carrefour, ce formidable maillage avec des hypermarchés, des supermarchés, de la proxy, et en mettant les moyens, les investissements sur le digital. 2,8 milliards d'investissements sur 5 ans, 560 millions par an. Et il veut faire donc un chiffre 6 fois supérieur à celui d'aujourd'hui, donc dans le e-commerce, avec une part de marché supérieure à 20% en France d'ici 2022. Il y avait du retard, François Monboisse, en matière de e-commerce chez Carrefour. Il est 9e en France, derrière Amazon, derrière Cdiscount, devant Leclerc quand même. Oui, il y avait du retard. Il y avait du retard et de la complexité. C'est ce qu'a admis Alexandre Bompard lui-même. C'est-à-dire que Carrefour est allé sur Internet, pas avec son nom, en s'appelant Shop. Et puis après, quelques années après, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été arrêté, ils ont lancé Boostore. Ah, jamais entendu parler. Bah si, c'était un site de produits électroniques où c'était marqué en tout petit en bas que c'était Carrefour derrière, mais c'était pas marqué en gros. Donc enfin, il y a eu des stratégies, ce que vous avez dit, d'accumulation un peu de sites. Il y a eu Rue du Commerce. Il y avait le e-commerce un peu honteux, non ou pas? Non, mais le problème d'un site avec son nom, c'est que ça tue la possibilité pour l'hypermarché Carrefour de Brest d'avoir un prix différent de celui de Strasbourg. D'accord. Si vous avez un prix national, vous avez le directeur du magasin de Brest, il dit pourquoi vous m'avez mis le produit à tel prix? Moi, je pouvais le vendre un peu plus cher. Ou au contraire, j'ai besoin de le vendre moins cher, etc. C'est compliqué à faire. Et dans une entreprise où l'argent était gagné par les hyper, les directeurs d'hyper ont freiné, c'est clair, le site parce que ça leur complique la vie. Mais c'était nécessaire et je pense qu'Alexandre Bompard, fort de l'expérience Fnac où c'était exactement la même histoire, en fait décide et impose à son organisation d'aller sur Internet en disant on n'y a pas le choix. Je ne sais pas si vous avez vu Rappelez-nous, racontez-nous ce qu'il a imposé, ce qu'il a fait chez Fnac et finalement qui va importer. Chez Fnac, les vendeurs Fnac pensaient encore, quand Alexandre Bompard est arrivé, que le plus gros concurrent des magasins, c'était le site. Et il y avait encore des clients qui retournaient en magasin en disant voilà, j'ai acheté tel produit, il ne marche pas. Et parfois, on répondait au magasin vous ne l'avez pas acheté chez nous, vous l'avez acheté sur le site. Qui pour le client, surtout quand le sac est marqué Fnac.com, était absolument incompréhensible. Et Alexandre Bompard a vraiment mis tout son poids pour que ça change. Et effectivement, maintenant, vous allez en magasin Fnac, vous cherchez un produit quand il n'est pas là, très souvent, on vous propose de le commander sur Internet. Vous cherchez un livre, il est épuisé, on dit attendez, vous êtes client Fnac.com, on va vous le commander tout de suite, on vous le livrera. Et les clients maintenant ont l'habitude de ça.
Quand ils sont en magasin, ils sont prêts à acheter, le produit n'est pas là, ils attendent qu'on leur propose de le livrer. Alors, Éric Tirlemont, Hélène Cornet et Franck Rosenthal. Oui, simplement pour expliquer que ces transformations, elles sont énormes pour une organisation comme Carrefour. Ça veut dire qu'il faut arriver à, par exemple, objectiver le responsable du rayon culture, pas uniquement sur le chiffre d'affaires qui va passer en caisse, mais également le chiffre d'affaires culture qui passera par les sites Internet. Et cette transformation managériale, elle prend du temps, elle doit s'expliquer. Carrefour avait lancé Nolim sur le livre numérique, qui a été vécu au départ comme un concurrent du livre physique par les hypermarchés et les différents formats où ils vendaient des livres. Donc c'est cette transformation managériale qu'il faut impulser en donnant un sentiment d'urgence. Parce que la structure a besoin d'avancer vite. Et faire comprendre qu'Internet, c'est aussi un bon moyen de faire venir aussi en magasin. Exactement. C'est l'omnicanal aujourd'hui est dans la vie des consommateurs. Et il faut être capable d'être bon sur l'ensemble des canaux et sur l'ensemble de l'expérience client. Hélène Cornet. Oui, c'est ça. Il y a un manque de cohérence, de cohésion, en fait, entre tout ça. Par exemple, il y a 8 sites Internet, 14 applications qui sont reliées à Carrefour. En fait, on s'y retrouve plus. Du coup, l'idée d'avoir une marque unique, on passe par carrefour.fr et que ce soit le site marchand de référence, ce qui n'empêche pas certaines verticales derrière, paraît tout à fait logique. Après, le client, lui, donc, il veut pouvoir commander sur Internet, se faire livrer ou aller chercher ses courses au drive. Pareil, le drive, ils ont reconnu qu'ils étaient très en retard. Bien sûr. Et que, voilà, pour tenter de rattraper un petit peu les concurrents, ils vont en ouvrir quand même presque 200 rien que cette année. Ouais, j'ai l'impression qu'ils essaient toujours de rattraper quelque part. Ils sont suiveurs. François que dans la lettre que Alexandre Bompard a envoyée au personnel, qui est dans la presse, puisqu'il l'a envoyée à tous les salariés, il y a une phrase clé, il dit « Nous sommes trop occupés de nos fournisseurs et pas assez de notre offre ». Et c'est vrai que lui, il est obsédé par les clients, il l'a fait à la FNAC, et Amazon ne pense qu'aux clients. Et c'est vrai que Carrefour raisonnait en fournisseur, rien qu'en la séparation alimentaire-non alimentaire, qui est déclinée à l'infini, surtout quand vous savez que la lessive, c'est de l'alimentaire. Pour un client, c'est quand même pas évident à comprendre. Bah oui, c'est les fortes rotations. Et il y avait vraiment deux mondes. Et pour les sites Internet, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas aujourd'hui sur le site Internet de Carrefour, d'abord il ne s'appelle pas Carrefour, il s'appelle Carrefour Online, tous les produits de Carrefour. Or, vous devez non seulement trouver tous les produits de Carrefour, mais bien plus. Bien sûr. Parce que Carrefour est énorme. Et ça, c'est pas encore là. Franck Rosenthal, c'est quoi le défi auquel a été confronté Alexandre Bompard? C'est ne pas faire table rase du passé finalement, parce que le premier hypermarché c'était un Carrefour, Sainte-Geneviève-des-Bois de mémoire, et puis surtout se projeter sur l'avenir, sur les nouveaux modes de consommation. Il a bien réussi, c'est normal, c'est logique que les marchés ont applaudi les annonces offensive de Alexandre Bompard. Oui, alors je crois qu'ils ont applaudi surtout un plan qui est complet, quoi, en fait. Il y a des analystes qui disaient qu'on pouvait cocher toutes les cases, quoi, en fait. Donc le plan est assez rassurant parce qu'il est complet, et il est assez rassurant. Je rejoins ce que disait François Monboisse. Il est assez rassurant aussi parce que on se remet dans l'époque, c'est-à-dire que on est dans une vraie complémentarité entre le digital et le magasin. Et si on veut être, pour reprendre les termes d'Alexandre Bompard, un distributeur avec une logique omnicanale, il faut être dans cette complémentarité. C'est-à-dire on peut plus être dans les canaux qui sont ennemis les uns des autres, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'était la culture pendant de longues années, alimentaire, non alimentaire, digital contre magasin, et en fait le client il veut de la simplification et de la simplicité, quoi, en fait. Et je rajouterais aussi enjeu financier, enjeu commercial, et finalement Alexandre Bompard arrive à mêler les deux. Il se révèle être quelque part un bon commerçant, comme il l'a montré chez Fnac, justement avec l'électroménager et puis d'autres articles. C'est-à-dire que je pense que chez Fnac, il y a un point incontestable de son bilan, c'est qu'il a brisé des tabous, et je pense qu'il est en train de faire la même chose chez Carrefour, quoi, en fait. Voilà. Donc, alors après, il faudra voir effectivement si l'accompagnement se fait avec le personnel, comment va se traduire cette évolution culturelle qui est importante, comment elle va se traduire sur l'offre, parce que l'offre est extrêmement importante. Je trouve qu'on a une particularité en France. Le Drive est un formidable fleuron du commerce et du e-commerce français. Et on a une particularité, c'est qu'on a moins de choix qu'en magasin, quoi, en fait. Alors que Internet, c'est le plus grand choix possible, quoi, en fait. Donc là aussi,
il va peut-être y avoir des logiques qui vont être un peu différentes pour se repositionner aussi sur le choix. Et ça va dans le sens de ce qu'attendent aussi les consommateurs, en fait. Et Éric Tirlemont, Bompard, je le disais, bon commerçant, il casse des tabous, c'est Franck, il disait, Franck Rosenthal. Et d'ailleurs, en même pas 6 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son accord pour des achats de produits électroniques grand public chez Carrefour. Il a repris les 17% de Conforama dans showroom privé. Donc quelque part, voilà, son plan aujourd'hui, on avait déjà eu un apéritif précédemment. En effet, mais il commence à travailler en écosystème, c'est-à-dire en essayant de fédérer un certain nombre d'acteurs qui peuvent l'aider à transformer la culture. Le challenge est quand même assez important. Vous l'avez souligné, ils ont énormément de sites internet, ils ont des systèmes d'information d'une disparité qui est importante. Les unifier, ça va demander des investissements significatifs et ça va demander beaucoup de temps et d'énergie. Le concurrent Amazon travaille depuis 20 ans sur son système d'information. Donc l'investissement de 3 milliards dans le digital d'ici 2022, donc divisé par 5, ça vous semble un petit peu juste? C'est une augmentation significative. Bon, maintenant, on a le chiffre d'Amazon. Amazon dépense 17 milliards par an en R&D. C'est le premier investisseur mondial en R&D, devant Volkswagen, devant Intel, devant Apple. Hein. C'est monstrueux, ces dépenses Amazon. François a raison, c'est beaucoup plus important que cet investissement qui est une bonne base de départ. Encore une fois, c'est une accélération et c'est très très bien pour pouvoir transformer l'expérience client en omnicanal. Maintenant, cette accélération sera-t-elle suffisante ? Ouais, est-ce que les résultats seront au rendez-vous, hein? C'est un analyste bien connu que je croisais cet après-midi qui me rappelait qu'à chaque arrivée de nouveaux présidents, que ce soit Daniel Bernard, que ce soit José Luis Duran, Lars Olofsson, Georges Plaza, donc c'était l'avant-dernier, il y avait une phase de hausse et d'engouement donc au niveau des marchés, précédant une phase de baisse, parce que les résultats, finalement, n'étaient pas au rendez-vous. Il faut le craindre, ça? Juste, vous me dites un mot, Éric Tirlemont, Franck Rosenthal. Écoutez, il a donné le sentiment d'urgence. Voilà, il a donné le sentiment d'urgence. Il donne les moyens et à la taille du groupe et vu les résultats actuels, 2,8 milliards d'investissements, c'est important. Mais la concurrence aujourd'hui, non seulement elle est très bien financée, on va y revenir, ouais. Et elle est à la conquête du reste du monde parce que les bases des concurrents, et je ne parle pas uniquement d'Amazon, mais aussi d'Alibaba, leurs bases dans leur marché domestique sont solides et fournissent des marges qui leur permettent de se déployer à l'international. Et on reparlera de la Chine justement, Carrefour très offensif. Et Amazon Go aussi, hein, voilà, où on supprime les caisses. Seattle qui montre l'exemple, c'est aussi l'actu de la semaine. François Monbois. Je pense que ce qu'il a très bien fait, c'est de dramatiser l'enjeu. C'est-à-dire que c'est pas on va supprimer 14 hypermarchés, etc. Et de fixer un objectif à 2022. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit en clair, ne me jugez pas sur les trimestres qui viennent, je veux transformer l'entreprise. Un quinquennat, voilà. J'ai pas le choix. Et je veux 5 ans pour transformer l'entreprise en profondeur. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire. Ses chances de réussite, Franck Rosenthal. Et puis après, on se projettera sur l'ensemble de la grande distribution. Est-ce que l'hyper est en sursis, au-delà du cas de Carrefour, hein, sur lequel il fallait absolument qu'on travaille? Bon, de toute façon, il faut du temps. Le plan, il s'appelle Transformation 2022. Il faut du temps. On ne devient pas leader mondial de la transition alimentaire en l'espace de 3 mois. C'est pas sur le prochain trimestre qu'on pourra juger ça. Transformer les systèmes d'information, ça va prendre du temps aussi sur le digital pour avoir un portail unique carrefour.fr, même si c'est le bon sens. Tout ça va prendre du temps. Là où il faut qu'il aille vite, c'est en magasin. C'est-à-dire que je pense que il y a un chapitre en fait qu'il a fait sur les partenariats stratégiques et les partenariats stratégiques, ça peut être avec Fnac Darty pour mettre des corners, mais ça peut être aussi avec showroom privé, pourquoi pas, pour avoir du click and collect en magasin pour tous les clients de showroom privé, ou avoir des corners aussi. Voilà. Le digital et les magasins en pur. Oui, un petit peu sur le modèle de ce que Casino a pu faire dans ses magasins avec ses discounts. Voilà, donc et tout ça, je pense que malgré tout, il faut aller vite. Il faut le faire tout de suite. Parce que moi, je suis surpris. Je reviens des États-Unis et je suis surpris de la rapidité avec laquelle agit Amazon sur Whole Foods. C'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup de choses qui sont visibles en magasin, quoi, en fait. Et en fait, l'autorisation qui date de juillet. L'acquisition, elle date de juin. Oui, 2016. Juin, d'accord. Et l'autorisation officielle des autorités américaines date de fin août. Ils pouvaient rien 2017. Faire. Voilà, ils pouvaient rien faire avant. Donc du coup, et vous voyez déjà beaucoup de choses en magasin, quoi, en fait. Un mot, Dominique Amirault, puis on se retrouve dans un instant. Est-ce que l'hyper est en sursis? Je pense qu'effectivement, il y a une évolution importante dans le digital. Sur une base physique importante, mais ce dont on ne parle pas suffisamment, c'est l'homme, la convivialité qu'il doit y avoir dans ces magasins, le service, parce que quand on parle d'expérience client, c'est celle qu'on vit, qu'on mémorise et qui donne envie d'y revenir. Or, on n'a pas parlé d'homme jusqu'à maintenant dans le magasin. Il n'en a pas parlé ça ce matin, Alexandre Bompard, Hélène ou Franck Rosenthal?
Si, il parle le conseil même, moi, j'ai le sentiment que, oui, il reparle quand même de lieux plus attractifs en parlant des hyper, enfin, etc. Bon, il faut regarder ce qu'ils ont fait. Plus de plaisir en hyper. Oui, il faut regarder ce qu'ils ont fait à Villiers-en-Bière, où il y a des choses très positives, et il faut regarder aussi, par exemple, en Italie, ce qui a été fait par Carrefour, et en Espagne, ce qui a été fait par Carrefour. Par exemple en Italie, vous avez une zone marché qui est absolument, vous avez envie, quoi, clairement, quoi, en fait. C'est comme si vous étiez dans un marché, quoi, en fait. Vous avez des zones de restauration sur place qui ont été développées avec les produits italiens qui sont l'équivalent des produits Reflet de France, mais version Italie, quoi, en fait, sur place. Donc ça, il va falloir aller très vite là-dessus, parce qu'on a du retard en France sur des zones de restauration, sur de l'animation en magasin, sur du contact avec le personnel, entre le personnel et les clients, et sur de la diversité dans l'offre, quoi, en fait, et puis de la visibilité des corners avec les partenaires, quoi. Allez, Éric Tirlemont, puis promis, on se retrouve dans un instant. En effet, la semaine dernière, donc, j'étais au CES de Las Vegas avec quelques clients, et on a vu des innovations en magasin qui sont aujourd'hui poussées par les Chinois, qui arrivent avec de la reconnaissance faciale à reconnaître les clients et à les accueillir en magasin avec un parcours client spécifique pour ceux qui sont fidélisés, pas d'attente aux caisses, etc. Donc toutes ces transformations technologiques, elles arrivent. Exactement. Ce matin, elles arrivent. Elles se mettront pas, bien sûr, dans l'hypermarché du jour au lendemain, mais à 5 ans, il faut anticiper ce type de transformation de la zone des magasins. Bon, est-ce que le format de l'hypermarché est remis en cause, hein? Rendez-vous dans un instant avec nos décodeurs de l'écho sur BFM Business, passionnant. Rendez-vous dans un instant à la radio et à la télé, bien sûr. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, on vous parle aujourd'hui du plan de transformation 2022 d'Alexandre Bompard à la tête de Carrefour, hein, donc avec un certain nombre d'annonces. On vous en parle évidemment sur BFM Business. Tiens, Franck Rosenthal, auteur de Donner du sens au commerce. Carrefour change de visage ou pas, clairement? Sur le digital, oui. En magasin, pas tellement quand même. Le modèle hyper, il n'est pas vraiment remis en cause. Non, le modèle hyper, il est pas... des années 60-70. Non, il n'est pas remis en cause. Il est adapté. Voilà. Ouais, il est adapté. Bien. Le format de l'hypermarché quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on enterre quand même l'hypermarché. Il y a encore du monde dans les hypermarchés. Le public vient acheter de l'alimentaire, principalement. Alors, global, oui, le public vient acheter de l'alimentaire. De plus en plus de l'alimentaire, d'ailleurs, et de moins en moins du non-alimentaire, pour reprendre les classifications. Notamment de l'électronique. Voilà, parce que en fait, le non-alimentaire, aujourd'hui, ça se passe à la fois en e-commerce et à la fois chez les spécialistes. Tout juste. Voilà. Et les spécialistes vont plutôt bien, et on a des fleurons du commerce en France sur les spécialistes. Darty, un certain Alexandre Bompard, Decathlon pour citer le sport, Leroy Merlin pour citer le bricolage, enfin, etc. Donc on a des enseignes qui sont très très fortes, et qui sont fortes aussi en digital. Donc sur le non-alimentaire, les hyper souffrent. Sur l'alimentaire, ils s'en sortent pas si mal, ils sont assez résilients. Ce qui souffre en France aujourd'hui, c'est les grands hyper, c'est-à-dire ceux qui sont supérieurs, qui ont une taille supérieure à 10 000 m². Ah oui, et il y en a, par exemple, le plus grand magasin du genre en France, hein, c'est Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, presque 25 000 m². Ça veut dire quoi? Ces magasins sont appelés à disparaître, en tout cas, ou à réduire, à s'alléger, à maigrir un peu, ou pas, Franck Rosenthal? C'est fini, ça, il faut que la surface diminue? Alors, c'est-à-dire que la surface, elle avait du sens quand l'hyper a été inventé dans les années 65-70. On est en 2018. Maintenant, aujourd'hui, le plus grand choix, il est clairement réservé au e-commerce. C'est-à-dire que donc, même si vous mettez demain des magasins de 30 000 ou 40 000 m², au-delà de l'illogisme, parce que ça prendrait trop de temps pour le client, de toute façon, vous aurez une offre qui sera trop petite, quoi, en fait. Donc, il faut aller vite, et en même temps prendre du plaisir dans ces magasins-là. C'est plus difficile de prendre du plaisir sur un 24 000 m² que sur un magasin de 6 000 m², pour citer le format moyen, par exemple, de Leclerc, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Pardon, juste une parenthèse. C'est ce qui justifie que Carrefour a été distancé cette année par Leclerc. C'est une question, comment dire, d'environnement, ou aussi, évidemment, la question des prix? Alors, il y a un ensemble de choses. Il y a une dynamique qui est sur plusieurs années. Il y a le positionnement plus orienté sur les prix de la part de Leclerc. Il y a des tailles de magasins qui conviennent mieux aux clients du côté de Leclerc. Donc, il y a un ensemble de choses. Et puis, il y a peut-être aussi un manque de lisibilité sur la proposition globale de Carrefour. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait cette marque? Meilleur chaque jour, c'était leur campagne tout au long de l'année 2017. Qu'est-ce qui va sortir maintenant? Ça aussi, il faudra regarder sur la marque Carrefour, qu'est-ce qui va émerger. 21% de part de marché pour Leclerc en France selon Kantar, 20,5% pour
Carrefour. Hélène Cornet. Mais l'idée, effectivement, c'est de réduire la surface du non-alimentaire et de réallouer cette surface aux galeries marchandes, par exemple, c'est toujours des loyers supplémentaires, et de garder finalement pour le non-alimentaire tout ce qui est très saisonnalité. Voilà, la rentrée des classes, on ne peut pas s'en passer, Noël, on ne peut pas s'en passer, etc., etc. Mais le reste, de laisser finalement le reste à des spécialistes. C'est pour ça que l'idée de mettre des corners Fnac Darty, c'est pas totalement insensé, et parce que le non-alimentaire, il y a des spécialistes qui sont là, Amazon, et donc Amazon spécialiste du non-alimentaire, Carrefour lui veut devenir leader du e-commerce alimentaire. Avec Amazon qui met maintenant un pied dans le food aussi de plus en plus. Où est-ce qu'ils doivent se redéployer ces groupes de distribution? Ce que vous nous avez dit, bon, voilà, prendre la voiture, aller dans des méga grandes surfaces de plus de 20 000 m², tout ça n'est pas très confortable. Il faut qu'ils réinvestissent davantage le centre-ville, le numérique bien sûr. Éric Tirlemont, expert chez SIA Partners. En effet, ces groupes doivent tenir compte des tendances lourdes du commerce dans le monde, à savoir le monde s'urbanise, donc il y a plus en plus de monde qui vivent en ville, et donc il faut développer le commerce de proximité. Et le plan qu'a annoncé Alexandre Bompard va dans ce sens. Également, le monde a tendance à vieillir, et donc pouvoir avoir des packaging qui sont plus adaptés aux nouvelles populations qui vivent dans les centres-villes, c'est également important. Tout le monde n'a pas la place de stocker l'ensemble des marchandises que l'on trouve en hypermarché. Et donc l'évolution du packaging est également quelque chose d'important, mais ça veut dire derrière une logistique qui va devoir s'adapter et suivre cette tendance. Et vous, justement, les PME, des industriels de l'alimentaire à la tête de la FEF, Dominique Amirault, comment vous allez vous adapter justement, comment vous vous êtes déjà adapté à ces changements de tendance? De toute façon, la PME, par définition, elle est agile. On prend des risques et il faut absolument s'adapter au plus vite. Donc on va s'adapter à la situation, en tout état de cause. Mais moi, ce qui me frappe par rapport à la question précédente, c'est que ce qui m'intéresse, c'est quand il y a un magasin, je le sens dirigé par un commerçant. C'est-à-dire, je crois qu'on parle de distribution, on parle du distribution du dernier kilomètre, etc. Mais on oublie que c'est un lieu où on va pour aussi se détendre, où on doit trouver les produits pour se faire plaisir. Et on voit bien la différence aujourd'hui en France entre les magasins qui sont tenus par des vrais commerçants, d'ailleurs ils circulent souvent dans les allées, et les magasins qui ne sont que des filiales par rapport à des grands groupes et qui ne sont plus en contact avec le local, la zone de chalandise dont on parlait tout à l'heure. Franck Rosenthal. Non, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand on regarde sur la durée, les indépendants, donc c'est Leclerc, Système U et Intermarché en France, essentiellement dans l'alimentaire, performent plus sur la durée. Et l'explication, c'est qu'ils sont propriétaires de leur magasin. Donc déjà, ça aide. Et aussi, qui sont du cru, quoi, en fait. Donc ils connaissent les gens, quoi, en fait. Et puis ils restent. Ils sont locaux. Ils sont pas mutés tous les 3 ans, quoi. Alexandre Bompard, il a parlé à ses équipes. Il a parlé des équipes ce matin, Hélène Cornet, ou pas? Pas réellement, à part pour évoquer les suppressions de postes, 2400 au siège. Il faut savoir qu'ils sont 10 000 à peu près, donc c'est quand même une personne sur 4, tout de même. Et pour évoquer les lourdeurs dans la hiérarchie, par exemple, pour fabriquer un simple prospectus, il faut 27 étapes de validation, ce qui est un petit peu lourd en fait à mettre en place. Juste un mot, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Oui, allez-y François Monbois. Je crois qu'il y a un mot important qui a été prononcé, le mot de plaisir. C'est-à-dire qu'à cause du e-commerce, les magasins sont obligés d'être agréables. Parce que tant qu'à pas être agréable, autant acheter sur Internet. Tant qu'à avoir un achat froid, sans personne au bout. Et donc tout ce qui est acheté... Comment inciter finalement les clients qui avaient non pas déserté les hyper, mais enfin qui avaient commencé. Il y en a encore beaucoup, comme vous dites. Mais comment? Il y en a toujours beaucoup. Comment les retenir? Comment les inciter à revenir? Comment les retenir? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que des magasins avec pas de vendeurs, du carrelage et des produits quand ils sont pas très propres, c'est pas le cas de Carrefour. Je sais pas, je veux dire du tout. J'ai compris. Ouais. Mais il faut absolument qu'il y ait plus de plaisir, sinon les gens n'y vont pas. Éric Tirlemont. Oui, en effet, réinventer l'expérience client lors de leur passage en magasin, les fidéliser au travers du service après-vente, c'est l'un des enjeux clés de la transformation de Carrefour. Ils vont pouvoir, avec le multiformat, prévoir des zones de livraison, de click and collect, prévoir en effet d'améliorer l'expérience du drive, qui aujourd'hui n'est pas très bonne. Donc c'est toutes ces transformations qu'il faut être capable de mener. Dominique Amirault, Hélène Cornet. Oui, moi je voulais seulement rajouter, par rapport à cette dimension humaine, toutes les enseignes s'engagent dans la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, eh bien, elle est d'abord humaine.
C'est des relations humaines et ça c'est fondamental et je crois qu'il faut passer aux bonnes pratiques maintenant et c'est d'abord dans le magasin. Et que Carrefour tente en tout cas de s'entourer d'experts pour sa transformation, puisqu'il noue des partenariats avec une filiale de Publicis pour la transformation numérique, avec Stuart, vous savez, les livreurs à vélo pour la livraison à domicile, et avec Tencent en Chine, on en a parlé, mais bon, Alibaba était pris, donc voilà, ils ont pris Tencent, et puis voilà. Franck, c'est vrai, Franck Rosenthal, on n'a pas du tout dit un mot sur la Chine. Partenariat stratégique en Chine avec un projet d'investissement de Tencent, de Yonghui, qui est une chaîne de distribution dans Carrefour Chine, justement. Comment ça va s'opérer? Là aussi, il répond à la question chinoise de manière offensive, Alexandre Bompard. On n'abandonne pas la zone, mais quelque part, on devient conquérant? Oui, alors leur partenaire chinois est rentré dans le capital de Carrefour en Chine, mais on ne sait pas à quelle hauteur. Donc déjà, ça, il faudrait voir si c'est cédé ou si c'est une participation, parce que la logique n'est pas la même. Et puis, je crois que c'est aussi une réponse très clairement à l'alliance entre Auchan et Alibaba, quoi, en fait, hein, donc sur le même territoire, parce que l'alliance Auchan-Alibaba, elle porte que sur la Chine. Donc là, il voulait montrer qu'il était offensif sur la Chine. Alors après, voilà, quelles seront les synergies qui vont être développées? Probablement que il va y avoir aussi un apprentissage sur le digital. Il se passe beaucoup de choses en Chine à l'heure actuelle et que Carrefour pourra en bénéficier peut-être en Europe, quoi. Bon, pour conclure, l'hyper en sursis ou pas? Oui, ça va marcher, mais il y a un mot qu'on n'a pas prononcé qui va être important, c'est la livraison. Oui. De plus en plus, les gens vont exiger d'être livrés maintenant. Ils vont dire, ok, je vais en hyper, j'achète des produits. Fini la corvée des hyper, en fait. Parce que j'ai pas de voiture. Donc je vais être livré. C'est ça, peut-être par drone, je ne sais pas. Dominique Amirault, Éric Tirlemont, Hélène Cornet, Franck Rosenthal, et on se dit au revoir juste après. Oui, je pense que l'hyper va continuer, mais doit s'adapter, s'humaniser et effectivement se connecter. Hélène Cornet. Oui, exactement. Et puis Alexandre Bompard a montré qu'il y avait un capitaine au navire. Donc, tout juste. Éric Tirlemont, SIA Partners. On va retrouver la dimension plaisir dans les achats quotidiens et c'est ce qu'il doit en tous les cas recréer pour réattirer à nouveau les consommateurs. Et ça va donner du sens au commerce, justement, et donner du plaisir, Franck Rosenthal. Donner du plaisir, ouais, c'est en donnant une bonne expérience aux clients, quoi, en fait. Voilà. Et ça va redonner de l'attractivité vers les hyper. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Voilà. Bon, c'est très bien. Voilà, Franck Rosenthal, ça sort cette semaine. Donner du sens au commerce, la valeur du sens. Donc, merci à vous, Franck Rosenthal, donc expert en marketing du commerce à la tête de sa société de conseil. Éric Tirlemont, directeur associé de SIA Partners en charge de la transformation digitale. François Monboisse, président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD. Hélène Cornet, rendez-vous dans les journaux de BFM Business. Et puis Dominique Amirault, à la tête donc de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, la FEF, les PME, des industriels de l'alimentaire. Les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite, c'est fini. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.